Chaque période de jeûne se suivait un exorcisme. On m'a amené dans un bureau 10 mètres carrés, même pas, et il y avait une chaise qu'on m'y a assis, on m'y a attaché. Ils ont demandé à ma mère de sortir. Et là, j'ai pleuré. Parce que c'était vraiment la première fois où elle assistait pas à un exorcisme. Et t'avais quel âge? J'avais 12 ans. Moi, c'est Benoît, et je suis là pour parler des thérapies de conversion que j'ai vécues chez les catholiques. Moi, c'est Kayleigh, et je suis là pour parler, pareil, des thérapies de conversion que j'ai vécues, mais du côté évangélique. Du coup, et toi, comment t'as été ramené en thérapie de conversion et ça a été à quel âge? En fait, c'est quand j'ai fait mon coming out, vers l'âge de 14-15 ans, et mes parents, évidemment, l'ont mal pris. Pour eux, l'homosexualité, c'est genre c'est une perversion, c'est quelque chose de pas acceptable. Et du coup, mes parents m'ont dit, on va t'aider, quoi. Donc, vers l'âge de 14-15 ans, ils m'ont emmené jusqu'à 18 ans en thérapie dans une communauté qui s'appelle les Béatitudes, chez les catholiques. Ok. Et toi? Moi, je suis né dans une famille très religieuse, donc protestante. Et du coup, à l'âge de 7 ans, ils m'ont surpris avec un garçon en train de faire des enfantillages. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont essayé de m'emmener dans des églises, voir des différentes personnes. Parce que pour eux, c'était perçu comme une perversion, c'était comme une possession d'un démon. Ça a duré jusqu'à mes 12 ans. Donc, de mes 7 ans à mes 12 ans, j'étais amené voir plusieurs personnes. Au total, je pense que une cinquantaine de personnes m'ont vu pour essayer de sortir de des démons. 7 ans, c'est hyper jeune. Bah ouais. Je pouvais plus aller dormir chez des amis à la maison. Ah ouais. Je pouvais plus aller en colonie. En fait, c'est dingue. Genre, quand je sortais de l'école, fallait que je rentre à la maison. Ils te surveillaient, quoi. C'est ça. Nous, ça se passait pas dans des assemblées de prière ou dans des messes. C'est souvent dans des lieux, c'est pas dans des grandes villes, c'est des lieux un peu reculés en campagne et tout. C'est souvent dans soit des grands châteaux ou des grandes abbayes et tout, où on allait le week-end ou en vacances scolaires. Et du coup, je restais là et je dormais pendant plusieurs jours. Tu restais seul sans tes parents? Ouais. C'est pour ça que je me suis laissé faire, évidemment. À 14 ans, j'étais en mode, si mes parents me disent qu'ils ont trouvé un truc qui peuvent potentiellement m'aider, je le fais, quoi, je les suis. Ma mère, elle avait clairement une attitude, quand elle m'en parlait, de bienveillante, on va t'aider, l'homosexualité, c'est un truc à l'adolescence, ça peut passer et tout, etc., quoi. Moi, par contre, c'était dans c'est suite à la messe du dimanche, c'est-à-dire qu'on va à l'église, il y a la messe classique, et puis après, on prend dans une plus petite pièce avec moins de personnes, et là, ils commencent à lire des passages bibliques où ils disent que c'est pas bien, commencent à me faire la morale, me poser des questions sur ma vie intime. Enfin, au début, quand j'ai 7 ans, ma vie intime, elle est inexistante. Il y a le dimanche la messe et il y a aussi les veillées de prière. Aux veillées de prière, on priait pour moi. Ensuite, ça a commencé où tous les matins où je me réveillais, ma mère, elle me faisait boire une cuillère d'huile d'onction. What? Ouais, c'est dans la religion, c'est comme ça. L'huile d'onction, c'est ce que tu mets sur le fond normalement. Tu ne bois pas? Okay, exactement. Et en grandissant, voyant que ça fonctionne pas, là, je suis passé en stade de jeûne. Donc c'est des jeûnes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le maximum que j'ai fait, je crois que c'était 5 jours. À chaque période de jeûne se suivait un exorcisme. Parce que pour eux, il fallait que je jeûne pour affaiblir le démon. Et que l'exorcisme, ça allait être plus facile. Pendant les vacances scolaires, on m'a fait faire un jeûne de 5 jours où j'avais juste le droit de boire. Après ces 5 jours-là, on m'a amené dans un bureau 10 mètres carrés, même pas. Et il y avait une chaise. On m'y a assis. Un peu de force. Ouais, un peu de force. Ouais. On m'y a assis, on m'y a attaché. On t'a attaché la chaise? Ouais. Ouais, j'avais les mains attachées au pied de la chaise. Au bar. Ouais, j'étais comme ça. Ils sont graves. Et ils ont demandé à ma mère de sortir. Et là, j'ai pleuré. Parce que c'était vraiment la première fois où elle assistait pas à un exorcisme. Et t'avais quel âge? J'avais 12 ans. À aucun moment pendant ces exorcismes, il me parlait à moi. Il parlait vraiment au démon. Au démon, ouais. C'est-à-dire que c'était sors de son corps, c'est un enfant, tu n'as rien à faire là, etc. Enfin, c'est ridicule. Quand j'y pense maintenant, je me dis, mais comment on peut ne pas rire? Ouais, c'est ridicule. Mes parents, ils m'ont emmené voir un pasteur qui venait d'Amérique latine, du Honduras. Et apparemment, lui, il était spécialisé pour déshomosexualiser les gens. Ah ouais. Il était venu dans l'église de mes parents, je m'en souviens. Et ça a été tarifé, bien sûr. Mes parents ont dû payer pour qu'il vienne. Ouais. Il me pointe du doigt, il me dit, toi, t'as le démon d'homosexualité. Devant tout le monde et tout, il me fait En anglais et tout, ou en espagnol? Non, il me dit en espagnol, mais il y a un traducteur qui avait un micro et qui disait... je m'avance, etc. Et là, il me met nu. Il me demande de me déshabiller. Devant combien de personnes? Il va y avoir 100 personnes. Non, mais il me demande de me déshabiller. Au début, je me mets en caleçon, tu sais. Normal. Il me dit non. Et il commence
à dire en espagnol, je me souviens, genre, suéntale, suéntale. Genre, il parlait encore une fois au démon. Il dit, ouais, lâche-le, lâche-le. Et il a dit oui à n'importe qui dans la salle qui veut venir prier pour lui, il vient et lui jette une pincée de sel. J'ai fait du cinéma, hein, clairement. Alors, ils ont commencé, convulsions, je suis tombé de ma chaise. Enfin, et là tu sais, bah, t'as les yeux fermés, mais tu vois, oui, ça y est, ça marche, il est parti et tout. D'accord. Et c'est comme ça que c'est terminé. Ça, normalement, enfin, c'est illégal déjà, quoi, parce que c'est des gens mineurs et c'est des violences. Moi, je me disais qu'à chaque fois, il y avait tellement de monde que personne ne disait rien, que je me disais, bah, pour moi, c'est normal. Exactement. Bah oui, tout le monde cautionne. Exactement. Ouais. Toi, de ton côté, c'était vachement physique. Je trouve que moi, de mon côté, c'était surtout hyper mental, c'était hyper vicieux. Il me racontait des tas de trucs. J'avais un père spirituel qui me demandait de tout raconter en détail. Je lui racontais tout en vérité, quoi. Et du coup, il me posait plein de questions sur ma vie intime. Est-ce que tu te masturbes? À quoi tu penses quand tu te masturbes? Des tas de trucs comme ça. Et avec le recul, je me dis, qui sait ce qu'il a fait de ce que je lui ai raconté, quoi. Est-ce que lui, ça l'excitait pas, au fond, ou des trucs comme ça? C'était des ambiances hyper austères pendant des jours et des jours. Du coup, enfin, c'est ça qui, je pense, pouvait nous affaiblir et nous rendre plus fragiles. Comme on pouvait pas se parler les uns les autres, qu'on était on dormait dans des cellules pas très, enfin, c'est pas confort, quoi. Tu vois, ça ajoute quand même, t'es dans une ambiance particulière, quoi. Quand je suis parti à Londres et que j'ai commencé à avoir une vie un peu plus libre, loin de la France, loin de tout ce qui s'était passé, etc. J'ai eu beaucoup de rage quand j'ai découvert que bah, l'homosexualité, c'était pas tout ce qu'on me racontait depuis le début. Je me suis dit, j'ai besoin aussi d'avoir une relation naturelle avec mes parents. Et quand j'ai commencé à être ouvert et à leur montrer que j'étais heureux et que ma vie était épanouie, etc., bah, ça a changé le ton. Et en fait, avec le temps, ils ont vraiment compris qu'ils ont fait une erreur et ils font tout un travail dans l'Église catholique pour essayer d'expliquer qu'il y a des abus, qu'il y a des dérives, qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui prétendent pouvoir guérir des choses qui peuvent pas être guéries, etc. Du coup, ouais, je suis vachement fier d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des séquelles de tout ça? Quand je suis sorti des thérapies de conversion, ça m'a laissé aussi une énorme homophobie intériorisée. En fait, on m'a tellement dit des horreurs sur les personnes homosexuelles que je croyais à une partie de ce qu'on m'a raconté et j'ai eu du mal à m'en défaire. Et même aujourd'hui, tu vis encore et tu te bats contre la honte qu'on t'a habitué à avoir. Moi, j'ai fait des dépressions de malade, franchement des dépressions de ouf, où j'avais envie juste de sauter par la fenêtre. Ça laisse encore des traces, c'est évident en fait. Enfin, je pense que c'est un peu la même chose pour toi, quoi. Oui, j'ai fait des crises de boulimie. Ah ouais. Ouais, et ça a duré toute mon adolescence jusqu'à mon bac. Donc 12, 18 ans, quoi. Donc ouais. toute la période où tu mentais à tes parents. C'est ça. Et dépression? Ben non, mais je pose la question. Sur le moment, je vais pas me rendre compte que je suis en dépression. Mon entourage va me le dire. Mais c'est quand je vais en sortir et je vais me revoir et je me vais dire, ah ouais. Ouais, j'étais pas bien, quoi. Là, j'étais pas bien. Bah oui. Aujourd'hui, j'en parle à personne parce que j'ai pas les mots pour expliquer mes mal-être. C'est aussi simple que ça. Moi, si je parle de ces choses-là aujourd'hui, c'est pour essayer que les choses se changent et que l'Église soit plus accueillante, plus aimante, plus charitable, finalement, qu'elle respecte plus les paroles et les valeurs qu'elle défend, en fait. Moi, je m'en suis sorti aujourd'hui et je vais bien mieux. Du coup, je me dis, bah non, il faut en parler et libérer la parole pour que ça s'arrête, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que tu es là, parce que tu m'as un peu poussé à parler. Je dis, allez, et c'est important parce qu'il faut que s'il y a d'autres personnes qui voient cette vidéo-là et qui ne sentent pas l'utilité de le faire, ouais. Eh ben, faut qu'ils comprennent que c'est important. Rien que le fait de dire j'ai vécu ça, eh ben, c'est important. C'est clair, c'est un sujet qui touche énormément de personnes en fait, encore aujourd'hui, malheureusement en 2020.